Cela fait 7 ans que je vous cherche. Votre grand-père m'a sauvé la vie. Je m'appelle Marcus Hayes, j'ai 38 ans, et si vous m'aviez dit l'an dernier que je porterais un uniforme marron de livreur au lieu de mon costume de directeur régional, je vous aurais ri au nez. Mais la vie a ce don pour vous achever quand vous êtes déjà à terre, vous dépouillant de tout ce que vous pensiez acquis. J'avais tout prévu, du moins c'est ce que je croyais. Un bon poste de directeur régional dans une boîte de matériaux de construction, un salaire décent, une femme magnifique, Sarah, une fille géniale de 8 ans, Emma, une jolie maison à étage en banlieue avec un jardin et un garage double. Puis Sarah a décidé qu'elle aimait son prof de CrossFit plus que nos 12 ans de mariage. Les papiers du divorce sont arrivés un mardi matin. Le vendredi, je faisais mes cartons en silence. Le mois suivant, je les livrais pour 12 $ de l'heure, plus des pourboires qui n'arrivaient jamais parce que les riches ne donnent pas de pourboires aux livreurs. C'est dingue la vitesse à laquelle on peut dégringoler quand le système judiciaire décide que c'est à vous de payer pour un mariage que vous n'avez pas bousillé. Les avocats ont anéanti mes finances avec une précision chirurgicale. Mais mon histoire ne parle pas de mon divorce, même si c'est là que tout commence. Elle parle de ce matin du 15 octobre, quand j'ai frappé à la porte d'un manoir dans les beaux quartiers et découvert que mon grand-père gardait un secret qui aurait changé toute l'histoire de notre famille si seulement on l'avait su. L'homme qui a ouvert était Robert Winchester, 89 ans, vêtu d'un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Il m'a regardé et a failli s'effondrer. « Vous êtes un Hayes, n'est-ce pas ?» a-t-il dit, la voix brisée. Quand je lui ai donné mon nom, les larmes ont coulé sur ses joues. Ce parfait inconnu, ce riche dans son immense demeure, pleurait à cause de moi. Pas pour quelque chose que j'avais fait, mais parce que j'étais le portrait craché de mon grand-père, Frank Hayes, mort depuis 16 ans. Ce qui a suivi allait expliquer pourquoi ma famille vivait au jour le jour depuis 3 générations, alors que nous aurions dû être millionnaires. Cela expliquerait pourquoi mon grand-père, un vétéran de la guerre de Corée, ne parlait jamais de son service, sauf quand il avait un coup dans le nez tard le soir. Et cela m'apprendrait que certains hommes sont trop fiers pour accepter une récompense après avoir simplement fait ce qu'ils estimaient juste. Robert Winchester cherchait ma famille depuis 70 ans. Détective privé, dossier militaire, base de données généalogiques, tout ce que l'argent peut acheter. Il essayait de rembourser une dette dont mon grand-père refusait même d'admettre l'existence. Une dette née sur une colline gelée en Corée, où mon grand-père a transporté un simple soldat de 19 ans blessé sur 3 kilomètres sous le feu ennemi, recevant 3 balles, sans jamais l'abandonner. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment j'en suis arrivé à cette porte. La vie après un divorce, c'est comme repartir de zéro, voire de plus bas. Il y a 6 mois, je validais des commandes de bois de charpente de 100 000 $. Maintenant, je scannais des codes barres et trimballais des cartons dans des allées de garage. Le divorce m'a tout pris. Sarah a gardé la maison parce qu'Emma avait besoin de stabilité, soi-disant. Ils ont dit qu'elle avait droit à une pension alimentaire parce qu'elle avait sacrifié sa carrière pour élever notre fille, alors qu'elle ne bossait qu'à temps partiel dans un studio de yoga. J'avais le privilège de payer pour tout ça, tout en vivant dans un studio si petit que je pouvais toucher les 2 murs de ma chambre en même temps. Mon oncle Denis m'avait proposé cet appart par pitié. Il tient un garage auto et vit dans la maison principale avec sa femme Linda et leurs 2 fils. « Juste le temps que tu te remettes sur pied », avait-il dit. Mais on savait tous les deux que ce n'était pas pour tout de suite. La boîte de matériaux de construction a supprimé mon poste 2 semaines après le divorce. Ils ont appelé ça une restructuration, mais je n'étais pas dupe. Personne ne veut d'un directeur régional qui a des problèmes personnels et ne peut pas se concentrer sur les prévisions trimestrielles. Chaque matin, je chargeais ma camionnette en pensant à ce que mon grand-père Frank dirait s'il me voyait maintenant, s'il voyait à quel point j'étais tombé bas. Il m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Ma mère, Beth, et mon père, Douglas, rentraient d'un dîner d'anniversaire quand un chauffard a brûlé un feu rouge. Un coup de fil, et mon monde s'est écroulé. Mes grands-pères étaient là, solides, prêts à accueillir un gamin terrifié qui venait de devenir orphelin. « Ace n'abandonne jamais », disait-il,
ses mains serrant mes épaules, des mains rendues fortes par des années de travail dans les chemins de fer. On plie, peut-être, mais on ne rompt pas. Ce n'est pas notre genre. Il a vécu selon ses mots. Frank Hayes a travaillé 40 ans au dépôt ferroviaire, sans jamais rater un service, même malade, sans jamais se plaindre de son arthrose ou de son mal de dos. Il m'a élevé dans une maison de 2 chambres dans les quartiers sud, où la peinture s'écaillait et les planchers grinçaient, mais où il ne manquait jamais ni de nourriture, ni d'amour. Il est mort quand j'avais 22 ans, juste après l'obtention de mon diplôme. J'étais le premier des Hayes à décrocher un titre universitaire, et il était si fier lors de la cérémonie. Il avait les larmes aux yeux quand j'ai traversé l'estrade. Le cancer l'a emporté vite. 6 semaines entre le diagnostic et les funérailles. Tout ce qu'il a laissé derrière lui, ce sont ses vieilles médailles de guerre et une boîte à chaussures, sans oublier quelques récits flous sur la Corée qu'il ne racontait qu'après quelques bières. Et même là, ces histoires ne parlaient pas de combat, seulement de ce froid de canard et de la bouffe dégueulasse. La guerre, c'est pas comme au cinéma, Marcus, m'avait-il dit un jour, le regard perdu sur quelque chose que je ne pouvais pas voir, sans doute un souvenir vieux de 50 ans. Les héros n'ont pas l'impression d'en être, ils se sentent juste chanceux d'être rentrés. Le cancer l'a pris avant que j'aie pu lui demander ce qu'il entendait par là, avant que je comprenne ce qu'il avait traversé en Corée. Le 15 octobre a commencé comme n'importe quelle autre journée de livraison, ma nouvelle routine. Le réveil a hurlé à 5h30 dans mon minuscule studio au-dessus du garage. J'ai pris ma douche dans la salle de bain au carrelage fêlé que je n'avais pas les moyens de réparer. Je me suis préparé un café soluble parce que je ne pouvais plus m'offrir du vrai, et j'ai enfilé mon uniforme de livreur qui sentait toujours la sueur, peu importe le nombre de lavages. Emma avait appelé la veille de chez sa mère pour me demander si je pouvais venir voir sa pièce de théâtre à l'école cette semaine. J'ai dû lui dire que je travaillais encore, et sa déception m'a transpercé le cœur. 43 colis aujourd'hui, principalement à Oakmont Estates, où les maisons ressemblaient davantage à des musées. L'ordinateur optimisait les livraisons par souci d'efficacité, pas parce que l'entreprise se souciait de moi, mais parce qu'il traçait chaque minute, chaque kilomètre, chaque centime d'essence. C'étaient les quartiers riches que je détestais le plus. Voir comment vivait l'autre moitié du monde ne faisait que me rappeler tout ce que j'avais perdu dans le divorce, tout ce que je ne récupérerais probablement jamais. Les associés du cabinet d'avocats de Sarah vivaient à Oakmont Estates, avec leur famille parfaite. Tout comme ce chirurgien qu'elle fréquentait avant moi, celui que sa mère considérait toujours comme celui qu'elle n'aurait jamais dû laisser filer, comme si j'avais gâché la vie de sa fille en l'épousant et en lui faisant un enfant. Mais ce matin-là, je n'avais pas le choix de l'itinéraire. L'ordinateur le gérait automatiquement, et les chauffeurs qui s'écartaient de leur route recevaient un avertissement pour insubordination. Je ne pouvais pas me le permettre. Ce boulot était tout ce qui me séparait de la ruine totale. Encore une journée au paradis, ai-je marmonné avec sarcasme en vérifiant l'adresse de la livraison numéro 38. 1847 Maple Heights Drive. Le domaine Winchester. Ce nom ne me disait rien à l'époque. Juste une autre famille de riches commandant un truc hors de prix pendant que je galérais à payer le loyer de mon studio et la pension alimentaire qui bouffait ma paye. J'ai attrapé le colis à l'arrière de la camionnette, petit et léger, peut-être un livre ou des documents. Rien de spécial, à l'exception du destin qu'il s'apprêtait à livrer, en plus du contenu de cet emballage brun. Le soleil matinal tapait déjà fort, même pour un mois d'octobre. Dans notre état, c'était plutôt un été prolongé qu'un début d'automne. Mon uniforme me collait au dos alors que je traversais des quartiers qui devenaient plus opulents à chaque virage, les maisons plus imposantes, les pelouses impeccables. Le temps d'arriver à Oakmont Estates, j'avais l'impression d'avoir atterri dans un autre pays, un endroit où les gens s'inquiétaient de leurs actions et de leurs investissements, plutôt que de leurs factures de course et de leurs réparations de voitures. Le manoir Winchester se dressait derrière des grilles en fer forgé qui se sont ouvertes quand j'ai sonné en annonçant que j'étais le livreur. L'allée était plus longue que tout mon immeuble. En gravissant les marches de marbre, le colis à la main, j'ai remarqué que mes mains étaient sales à force de charger des cartons. Je les ai essuyés sur mon pantalon, me sentant totalement déplacé. La porte d'entrée était en acajou massif avec des ferrures en laiton qui brillaient comme de l'or pur.
J'ai sonné et entendu le carillon résonner à l'intérieur, une mélodie qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. En attendant, j'ai contemplé les haies parfaites, la fontaine, le garage pour 6 voitures. Ce genre de richesse pourrait vous rendre amer, alors j'ai essayé de ne pas y penser et de simplement finir ma tournée. Quand la porte s'est ouverte, je m'attendais à voir une bonne ou un majordome, quelqu'un payé pour s'occuper des livraisons. Au lieu de ça, c'est un vieil homme qui a répondu, vêtu d'un cardigan de prix sur une chemise blanche impeccable. Ses yeux bleus se sont fixés sur moi et il s'est figé, comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. Il a blêmi d'un coup. Grand Dieu. Bonjour, monsieur. Un colis pour Robert Winchester. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Vous êtes un Hayes, n'est-ce pas? Oui, monsieur, Marcus Hayes. Comment le savez-vous? Ses mains se sont mises à trembler violemment. Pas seulement des tremblements de vieillesse, mais des secousses qui parcouraient tout son corps, comme s'il tenait un fil sous tension. Des larmes ont coulé sur son visage. Vous lui ressemblez trait pour trait. C'est le portrait craché de Frank. Le même visage que j'ai vu sur cette colline, il y a 70 ans. Vous connaissiez mon grand-père? Mon garçon, ton grand-père m'a sauvé la vie en Corée. Le 3 décembre 1952, colline 266, près du réservoir de Chosin. Le colis a glissé de mes mains et a heurté la marche de marbre dans un bruit sourd. Personne, en dehors de la famille, n'évoquait jamais les années d'armée de mon grand-père. Il avait reçu une bronze star pour acte de bravoure, mais c'était tout ce que je savais. La médaille dormait dans un coffre à la First National Bank. Après le divorce, je n'avais plus les moyens de payer un garde-meuble pour ses affaires. Elle avait tout pris. Monsieur Winchester, je pense qu'il y a une erreur. Pas d'erreur, mon garçon. Vous avez ses yeux, sa mâchoire. Vous vous tenez même comme lui, le poids sur le pied gauche, les épaules en arrière, mais détendu. Posture militaire sans le service militaire, c'est ça? Il avait vu juste. Grand-père m'avait appris à me tenir ainsi quand j'étais gamin. Il disait que ça donnait l'air sûr de soi, même quand on ne l'était pas. Même quand la vie vous malmenait. Mais comment ce type peut-il voir tout ça? Il me connaît depuis quoi, 30 secondes? Comment a-t-il pu assez bien connaître mon grand-père pour déceler un air de famille? S'il vous plaît, entrez. Cela fait 70 ans que je recherche votre famille. J'ai engagé des détectives privés dans les années 50. J'ai épluché les registres militaires dans les années 60 et 70, fouillé chaque site de généalogie. Avec l'arrivée de l'informatique, j'ai tout tenté. Frank Hayes s'est volatilisé après la guerre, comme s'il n'était qu'un fantôme. Monsieur Winchester, je suis en service. Il nous trace par GPS. Si je reste immobile trop longtemps, le système me signale et je me prends un avertissement. J'appelle votre patron à l'instant. Je lui dirai qu'il s'agit d'une urgence médicale. N'importe quoi, ce qu'ils voudront entendre. S'il vous plaît, mon garçon, j'ai 89 ans, c'est sans doute ma dernière chance. Une chance de quoi? De rembourser une dette de mort qui me hante depuis toujours? J'y pense chaque jour. De tenir une promesse faite sur un flanc de colline gelée quand je pensais que j'allais y rester. Je l'ai regardé, cet étranger qui connaissait le nom de mon grand-père, qui voyait Frank Hayes sur mon visage dès le pas de la porte. Ses larmes étaient réelles, le désespoir dans sa voix, réel. L'émotion qui émanait de lui était sincère. Et mon instinct me disait que quoi qu'il ait à dire, c'était bien plus important qu'un planning de livraison, qu'un règlement d'entreprise ou qu'un système de traçage GPS. Je pourrais perdre mon boulot pour ça. C'est tout ce qu'il me reste. Je m'assurerai que ça n'arrive pas. Je possède des actions dans votre entreprise de livraison. J'ai commencé à en acheter il y a 20 ans, dans l'espoir de retrouver la famille de Frank, de voir le nom de Hayes apparaître dans le registre des employés. Je possède des actions dans des tas de boîtes à travers tout le pays. Je cherchais sans cesse, espérant toujours qu'un Hayes surgirait d'une base de données, quelque part. Vous avez acheté des actions juste pour retrouver mon grand-père? J'aurais racheté des boîtes entières si j'avais pensé que ça puisse aider. Vous ne comprenez pas encore, mais vous comprendrez. Votre grand-père ne s'est pas contenté de me sauver la vie ce jour-là. Il a sauvé tout ce que j'allais devenir.
chaque enfant que j'allais avoir, chaque bonne action que j'allais accomplir. Comment rembourse-t-on cela? Comment retrouve-t-on un homme qui ne veut pas être trouvé? Mon téléphone a vibré. Un rappel pour mes livraisons. Encore 17 colis avant midi. L'algorithme n'avait pas prévu que le destin se présenterait sur un perron d'Oakmont Estates. Il n'avait pas calculé le moment où votre passé rattrape votre présent sous les traits d'un homme de 89 ans qui cherchait votre famille depuis plus longtemps que vous n'étiez au monde. Accordez-moi 5 minutes, ai-je dit, en enfreignant toutes les règles du manuel. Je l'ai suivi à l'intérieur, mes bottes crottées laissant des traces sur ses parquets impeccables. La maison était incroyable. Des peintures à l'huile dans des cadres dorés s'alignaient le long du couloir. Des tapis persans qui coûtaient probablement plus cher qu'une voiture recouvraient le bois brillant des sols. Et un lustre, qui valait sans doute plus que ce que je gagnerais en 5 ans, pendait au plafond. Mais Robert traversait tout cela comme si de rien n'était. Il me conduisit rapidement vers un bureau lambrissé qui sentait le cuir, les vieux livres et l'argent. Robert se dirigea droit vers un tableau représentant une chasse à courre et le fit pivoter, révélant un coffre-fort mural. Ses doigts tremblaient tandis qu'il tapait le code, se trompant 2 fois avant de réussir à la 3e tentative. 70 ans, murmura-t-il en tournant soigneusement le cadran. 70 ans que j'attends ce moment, en me demandant s'il arriverait un jour. Il en sortit une enveloppe jaunie, scellée d'une cire rouge qui avait noirci avec les années. Le papier semblait prêt à tomber en lambeaux au moindre faux mouvement. Il la tenait comme un nouveau-né, avec respect et crainte. « J'ai écrit cette lettre en 1953, dit-il en se tournant vers moi, les larmes coulant toujours sur son visage. Votre grand-père n'en a pas voulu. Il disait qu'il ne m'avait pas sauvé pour de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Mais je lui ai fait une promesse, ce jour-là, sur cette colline. Et les Winchester tiennent leur promesse, peu importe le temps que cela prend. Que s'est-il passé sur cette colline, monsieur Winchester? Robert se laissa tomber lourdement dans un fauteuil en cuir et me désigna celui d'en face. Le cuir grimaça quand je m'assis. Probablement plus de valeur que tout ce que je possède. J'avais 19 ans, j'étais simple soldat, un gosse de riche pourri gâté qui s'était fait appeler sous les drapeaux. Je pensais que la guerre serait une sorte d'aventure, comme au cinéma. J'ai vite déchanté. Les forces chinoises nous encerclaient sur la colline 266. Il faisait moins 20 degrés. Les hommes perdaient leurs doigts et leurs orteils à cause des engelures plus vite que sous les balles ou les éclats d'obus. Il s'interrompit, le regard perdu dans le lointain. C'était en Corée, en 1952, à une époque où le monde était différent et où il était en train de mourir sur une montagne gelée. Ce matin-là, quand les Chinois ont attaqué, c'est comme si toute la montagne avait explosé sous les tirs. Il y en avait partout. Notre lieutenant, rayé de la carte, fauché dès les premières secondes, en hurlant. Ton grand-père, Frank, c'était notre chef d'escouade, un sergent-chef. Il était au Vietnam depuis le premier jour. J'ai pris des éclats d'obus dans les 2 jambes. Les gars se sont éparpillés pour se mettre à l'abri. On ne peut pas leur en vouloir, honnêtement. C'était le chaos, un chaos total. Les gars tombaient comme des mouches tout autour de moi. Mais Frank, lui, il l'a pas bronché. Non, il m'a juste balancé sur son épaule comme si je ne pesais rien, et il a filé, courant droit vers nos lignes, au milieu des balles. Il m'a porté sur 3 kilomètres. 3 kilomètres en territoire ennemi. Les soldats chinois étaient partout, nous canardant de derrière chaque rocher, chaque arbre, de n'importe quel trou. Ton grand-père a pris 3 balles en faisant ça. 1 dans l'épaule, 2 dans la jambe. Je sentais son sang imbiber mon uniforme, se mélanger au mien. On se vidait tous les 2 de notre sang. Mais il ne m'a jamais lâché, pas une seule fois. Il a continué d'avancer, sans cesser de me parler. Il me parlait de sa femme restée au pays, de son fils, Douglas, ton père. Il me disait que j'allais m'en sortir, qu'il fallait que je m'accroche. En entendant ça, j'ai senti ma gorge se serrer. Grand-père n'a jamais dit un mot sur ses blessures, il n'a jamais parlé de tout ça. Pas de Purple Hearts dans cette boîte à chaussures. De son vivant, je n'ai jamais vu la moindre cicatrice sur lui. Quand on a enfin atteint le poste de secours, j'étais à moitié conscient à cause de l'hémorragie. Mais je me souviens avoir saisi sa main pour lui dire « Ma famille possède les laboratoires Winchester.
On vous remboursera. Tout ce que vous voudrez, demandez-le. Il m'a juste souri. Petit, il a dit, contente-toi de rester en vie. Ce sera une récompense suffisante pour moi. Puis il est parti. Je ne l'ai jamais revu après ce jour-là. Robert se leva, s'approcha de son bureau et en sortit un dossier épais d'allure officielle. Après la guerre, mon père a voulu remercier Frank, vraiment le remercier. Nous avons fait fortune en fabriquant du matériel médical pour l'armée. Pansements, morphine, instruments chirurgicaux, la totale. Mon père disait qu'un homme capable de sauver son fils de la sorte méritait d'être riche, méritait tout. Mais ton grand-père s'était volatilisé. Pas d'adresse, rien. L'armée nous a dit qu'il avait été libéré avec les honneurs, mais c'est tout ce qu'ils ont pu nous dire, à cause du règlement. Pourquoi ne voulait-il pas qu'on le retrouve? Pourquoi disparaître ainsi? Je me pose la question depuis 70 ans, et je ne sais toujours pas. L'orgueil peut-être, ou alors il voulait juste oublier la guerre, repartir à zéro. Mais mon père était aussi têtu que moi. Il a créé un fonds fiduciaire en 1953, avec des instructions très précises. Il devait rester là, à produire des intérêts, jusqu'à ce que quelqu'un le réclame. Mais personne ne l'a jamais fait. Seuls nos avocats et nos banquiers étaient au courant. Nous n'avons jamais réussi à localiser Frank pour le lui dire, malgré nos efforts et l'argent dépensé. Il me tendit une enveloppe. Elle semblait plus lourde qu'elle n'en avait l'air. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer de chercher pendant tout ce temps? La plupart des gens auraient abandonné au bout de quelques années. Parce que j'ai pu vivre, fiston. J'ai pu rentrer de cette guerre, faire Harvard, rencontrer ma femme, Margaret, avoir 3 enfants, bâtir une entreprise, voir mes petits-enfants grandir et avoir leurs propres enfants à leur tour. 70 ans de vie que je n'aurais pas eu si ton grand-père m'avait laissé crever sur cette colline. Comment peut-on renoncer à rembourser une telle dette? Comment s'arrêter d'honorer l'homme qui vous a littéralement tout donné? Robert me tendit l'enveloppe à 2 mains, comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Mes mains tremblaient en brisant le seau de cire vieux de 70 ans. Il a craqué et des morceaux sont tombés sur le tapis entre nous. À l'intérieur se trouvait un document des laboratoires Winchester et de la First National Bank of Boston. Un papier épais, officiel, dont l'écriture avait pâli mais restait lisible malgré les années. « Lis-le à voix haute », dit Robert doucement en se penchant vers l'avant. Je me suis raclé la gorge et j'ai commencé la lecture. Ce fonds, établi le 15 janvier 1953 en signe de gratitude pour l'héroïsme du sergent-chef Frank Hayes ayant sauvé Robert James Winchester III, sera conservé à perpétuité jusqu'à ce qu'il soit réclamé par Frank Hayes ou ses descendants directs. Dépôt initial, 10 000 $. J'ai levé les yeux vers Robert. 10 000 $, c'était une sacrée somme à l'époque. Il sourit, le premier vrai sourire que je lui voyais depuis mon arrivée. Continue de lire, fiston, avec des intérêts composés garantis à 8% par an, non réclamés et cumulés année après année, sans imposition. Le papier tremblait entre mes mains. J'en savais assez sur les intérêts composés grâce à mon diplôme de commerce pour comprendre ce que cela signifiait, mais mon cerveau refusait de faire le calcul. C'était trop vertigineux, trop impossible à concevoir pour quelqu'un comme moi. 70 ans, murmurai-je, trouvant à peine le souffle pour parler. 70 ans d'intérêts composés. J'ai cherché mon téléphone à tâtons et j'ai ouvert l'application calculatrice, les mains tremblantes. 10 000 $ à un taux de 8% pendant 70 ans. Le chiffre qui s'affichait sur l'écran ne semblait pas réel. Ça ne pouvait pas être réel, pas dans mon monde. 2 100 000, articulai-je dans un souffle. 2 100 000 et des poussières, pour être exact, rectifia Robert avec douceur. Votre grand-père n'a jamais su à côté de quoi il passait, ce jour de 1953, quand il a refusé l'offre de mon père. Trop fier pour accepter ce qu'il appelait de la charité. Mais ce n'est pas de la charité, mon garçon. C'est une dette d'honneur que ma famille a envers la vôtre depuis 70 ans, et je brûlais de m'en acquitter. Je ne peux pas accepter ça. Vous ne me connaissez même pas. Je pourrais être n'importe qui. Quelqu'un qui se prétend le petit-fils de Frank juste pour toucher le pactole. Robert lâcha un rire, un son où se mêlaient la joie et le soulagement.
Regardez dans ce miroir, derrière vous, sur le mur. Je me retournai et vis une vieille glace au cadre doré. Mon reflet m'y observait, mais pendant une seconde, c'est le visage de mon grand-père que je vis à la place du mien. La même mâchoire carrée, les mêmes yeux enfoncés, le même nez, celui qu'il s'était cassé dans une bagarre de bar avant la guerre et qui n'avait jamais été remis d'aplomb. Toujours de travers. De plus, continua Robert en sortant un autre document de son dossier inépuisable, j'ai déjà fait tout vérifier par mes avocats. Votre acte de naissance, le certificat de décès de votre père Douglas, les états de service de Frank. Tout ce que nous avons pu trouver, tout est là. Vous êtes l'héritier légitime de ce fonds. Ça ne fait aucun doute. Légalement, ça ne peut pas être vrai, pensai-je. Ce genre de choses n'arrive pas aux gens comme moi. Aux gens comme vous, dites-vous? Des gens bien qui ont manqué de chance? Des travailleurs qui ont trimé toute leur vie parce que leur grand-père était trop fier pour accepter une récompense méritée? C'est précisément à quelqu'un comme vous que cela doit arriver, Marcus. C'est exactement ce que votre grand-père aurait voulu. Robert sortit encore un papier. Il y a autre chose que je dois vous dire. Mon père avait aussi souscrit une assurance vie dont Frank était le bénéficiaire, au cas où il lui arriverait malheur avant que nous ne retrouvions Frank. Quand mon père est mort en 1987 et que nous n'avions toujours aucune trace de Frank ou de sa famille, malgré tous nos efforts, cet argent a été placé dans un autre fonds fiduciaire. Il a fructifié pendant 38 ans maintenant, avec les intérêts composés. Combien? Demandai-je, sans être certain de pouvoir encaisser un nouveau choc. 800 000 $ à quelques milliers près. Donc, au total, on parle d'environ 3 millions de dollars. Mes jambes se dérobèrent. Je me laissai tomber dans le fauteuil en cuir, mon uniforme de livreur me donnant soudain l'impression de m'étouffer. 3 millions de dollars. Je gagnais 30 000 $ par an à livrer des colis. 3 millions, c'était un siècle de travail avec mon salaire actuel. C'était toutes les études d'Emma, payées sans le moindre prêt. C'était une maison bien à moi, sans plus jamais de loyer. C'était la fin de ce poids écrasant, cette angoisse financière qui ne m'avait plus quitté depuis que mon divorce avait démoli ma vie. « Pourquoi ?» demandai-je en levant les yeux vers Robert, les larmes au bord des paupières. « Pourquoi avoir continué à chercher pendant toutes ces années? Vous auriez pu laisser tomber, passer à autre chose. » Robert s'approcha de son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une photo, en noir et blanc, les coins usés à force d'avoir été manipulés. Voici ma famille. Ma femme, Margaret, emportée par un cancer il y a 5 ans. Mon fils, James. Mes filles, Patricia et Carol, 7 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants et un autre prévu pour le printemps. Il déposa la photo dans mes mains avec précaution. Ils souriaient tous autour d'un sapin de Noël, le genre de photo de famille qui raconte tout du bonheur et de l'amour. Aucun d'entre eux ne serait ici si votre grand-père ne m'avait pas sauvé sur cette colline. Chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque mariage, chaque instant de joie, d'amour et de vie sur cette photo, je les dois à Frank Hayes. L'argent de ces fonds n'est rien en comparaison de ce qu'il m'a offert. Mais c'est tout ce qu'il me reste à offrir aujourd'hui. Il ne nous a jamais rien dit, jamais mentionné votre nom, ni l'argent, ni ce qui s'est passé sur cette colline. C'est parce que c'était un véritable héros, mon garçon. Les vrais héros ne parlent pas de ce qu'ils ont fait. Ils portent ça en silence et continuent leur route comme si ce n'était rien de spécial. Comme si n'importe qui en aurait fait autant. 3 heures plus tard, j'étais assis dans ma camionnette de livraison devant le manoir des Winchester, serrant dans mes mains tremblantes les documents bancaires pour près de 3 millions de dollars. Robert avait appelé ses avocats directement depuis le bureau. Ils étaient arrivés dans l'heure avec toute la paperasse prête, comme s'ils attendaient ce moment depuis des décennies. Tout était en règle. L'argent serait viré sur un compte à mon nom sous 5 jours ouvrés, une fois les formalités administratives terminées. J'avais signé tellement de documents que ma main se crispait à chaque signature, rendant la chose plus réelle, plus impossible à nier. Robert m'accompagna jusqu'à la porte, d'un pas lent mais assuré. « Votre grand-père m'a offert 70 années de vie supplémentaires, dit-il, en me serrant l'épaule, avec une poigne étonnamment ferme pour son âge. J'ai bâti une entreprise pharmaceutique qui emploie des milliers de personnes.
J'ai eu 3 enfants, 7 petits-enfants. Je les ai tous vus grandir et avoir leurs propres enfants. Rien de tout cela n'existerait sans Frank Hayes. Cet argent n'est pas un cadeau, Marcus. C'est une dette qui est enfin honorée après 70 ans de recherche. Pourquoi ne nous a-t-il jamais rien dit, à propos de vous, de ce qu'il a fait? C'était tout, Frank. Il ne s'est jamais vu comme un héros ou comme quelqu'un d'exceptionnel. Il faisait simplement ce qu'il y avait à faire, ce que n'importe quel homme intègre aurait fait. Je l'ai rencontré une fois après la guerre, vous savez. J'ai retrouvé sa trace en 1953, dans une usine de l'Ohio où il travaillait sur une chaîne de montage. J'ai essayé de lui donner l'argent, puis j'ai tenté de lui expliquer ce que cela représentait pour moi et ma famille. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Quoi? Il m'a dit: « Gamin, le simple fait que tu vives ta vie me suffit comme paiement. Rentre chez toi, retrouve ta famille, oublie la Corée, oublie cette colline, et contente-toi de bien vivre. » Puis, il a tourné le dos à 10 000 $, comme si ce n'était rien. Comme si je lui proposais de la petite monnaie au lieu d'une somme qui aurait pu changer sa vie et mettre sa famille à l'abri sur plusieurs générations. Ce soir-là, j'ai appelé mon oncle Dennis et je lui ai tout raconté. Au début, il a cru que je plaisantais, que j'essayais de dédramatiser mes galères avec une histoire inventée de toutes pièces. Puis, il a cru que je m'étais fait arnaquer par des escrocs quand je lui ai envoyé les photos des documents avec les en-têtes du cabinet d'avocats et les sceaux de la banque. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru que la communication avait coupé. J'ai même vérifié mon téléphone. Mon père ne disait mot. Enfin, l'oncle Denis a bredouillé quelque chose d'une voix étranglée et je l'ai entendu pleurer à l'autre bout du fil. On a grandi sans rien, Marcus. Absolument rien. Maman cumulait 3 boulots après que ton grand-père s'est blessé au dos au dépôt ferroviaire et n'a plus pu travailler. On mangeait du riz et des haricots 4 soirs par semaine, on portait des vêtements d'occasion récupérés à l'église. On n'avait jamais rien de neuf. Il aurait pu prendre cet argent n'importe quand et nous offrir une vie meilleure durant ces années difficiles. Il était trop fier pour l'accepter. L'oncle Denis? Non, Marcus, il nous enseignait ce qu'était l'intégrité. Qu'on ne fait pas ce qui est juste en attendant une récompense ou une tape dans le dos. On le fait parce que c'est bien, parce que c'est ce qu'on est au fond de soi. Mais j'aurais aimé qu'il soit moins fier et plus pragmatique. Maman est morte en occupant toujours 2 emplois, en s'inquiétant chaque mois pour les factures. Cet argent aurait pu tout changer pour elle, lui apporter un peu de paix. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau chez Hayes Matériaux de Construction, une entreprise que j'avais lancée avec une partie des fonds fiduciaires. Le reste est allé sur des comptes épargne-études pour Emma et les 2 fils de l'oncle Denis pour qu'ils n'aient jamais à se soucier de rembourser des prêts. J'ai embauché 5 personnes dès le premier mois, tous des vétérans qui avaient besoin d'un travail et d'une seconde chance. Sur mon bureau, j'ai gardé la Bronze Star de mon grand-père dans un cadre, comprenant enfin pourquoi il n'avait jamais réclamé sa récompense pendant toutes ces années. Mon ex-femme, Sarah, a appelé quand elle a entendu parler de l'argent par des amis qui n'avaient pas pu tenir leur langue. Soudain, elle a pensé que nous devrions discuter d'une éventuelle réconciliation. Peut-être arranger les choses pour le bien d'Emma, disait-elle. Je lui ai répondu que la seule chose dont nous devions discuter était le fonds d'études d'Emma, désormais entièrement financé jusqu'au doctorat si elle le souhaitait, et qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter pour payer son éducation. Le silence au bout du fil valait tous les discours du monde. Mais le vrai changement, ce n'était pas l'argent. C'était de comprendre d'où je venais, qui était vraiment mon grand-père. Chaque matin, en entrant dans mon entreprise, je pensais à ce soldat d'une vingtaine d'années portant un adolescent blessé sous le feu ennemi, refusant de lâcher prise alors même que les balles le traversaient et qu'il se vidait de son sang. C'était mon sang, mon héritage, mon legs, et cela comptait plus que n'importe quel compte en banque. 6 mois après ce matin d'octobre, Robert Winchester s'est éteint dans son sommeil. Son fils, James, m'a appelé pour me l'annoncer et me transmettre les dernières paroles de son père. Dis à Marcus que j'ai enfin tenu ma promesse envers Frank après toutes ces années. Dis-lui que la dette est payée.
Aux funérailles de Robert, des centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer un homme qui avait bâti un empire, donné des millions aux vétérans et passé 70 ans à essayer de rembourser une dette. Mais je connaissais la vérité. Ce n'était pas à lui de payer cette dette. Mon grand-père avait donné sans compter, sans rien attendre en retour, sans même laisser son nom pour qu'on lui en soit reconnaissant. Les tournées de l'entreprise de livraison font toujours passer les chauffeurs devant le manoir Winchester chaque jour. Parfois, je les vois monter ces marches de marbre avec des colis. Et je me souviens du jour où une livraison a tout changé. Pas à cause de l'argent, même s'il m'a aidé à me reconstruire, mais parce qu'il m'a montré qui était mon grand-père. Et, par extension, qui je pouvais devenir si je suivais son exemple. Hayes, n'abandonne jamais. Il nous arrivera peut-être de livrer des colis pendant un temps, quand la vie devient dure. Mais nous portons bien plus que de simples cartons. Nous portons l'héritage de ceux qui nous ont précédés, même si nous ne le savons pas encore ou que nous n'en comprenons pas tout le sens. Mon grand-père a porté Robert Winchester sur 3 kilomètres à travers l'enfer, sans jamais rien attendre en retour. Pendant 70 ans, Robert a porté sa gratitude et sa détermination à rembourser cette dette. Aujourd'hui, c'est moi qui porte leur histoire et la responsabilité d'être à la hauteur de l'un comme de l'autre, chaque jour. Certains cadeaux sont trop précieux pour être mesurés en dollars et en centimes. Mais parfois, l'argent est le seul moyen qu'il reste pour dire merci, après 7 décennies de recherche.